Alexandre, c'est la grande nouvelle discutée partout dans le monde ce matin. Le Hamas et Israël auraient accepté la première phase du plan de paix de Donald Trump. Une phase qui prévoit des échanges d'otages, mais aussi un meilleur accès à de l'aide humanitaire dans le territoire de la bande de Gaza. On sait qu'il est dévasté par 2 ans de guerre. Maintenant, il y a eu des célébrations, bien sûr, dans la bande de Gaza, dans plusieurs grandes villes d'Israël également. Et voici les prochaines étapes, parce que les prochaines heures sont importantes, là. Israël a dit que l'accord de paix n'entrerait en vigueur qu'après l'approbation du gouvernement israélien. Et ça, c'est attendu ce soir. Maintenant, après cette approbation-là, le chronomètre part et on prévoit 72 heures. Ce qui nous amènerait possiblement en début de semaine prochaine pour la libération donc de ces otages-là. La première phase prévoirait la libération par le Hamas de 20 otages vivants en échange de près de 2000 prisonniers palestiniens, selon l'agence France-Presse. Ça, on s'est habitué que c'est un troc normal, là, c'est ça à chaque fois. La proportion, mais là. C'est quand même... pour tous les gens qui sont très, très, très pro-palestiniens, j'espère qu'ils se questionnent. T'échanges 20 otages, donc des pauvres civils enlevés dans une soirée de danse, enlevés sauvagement. Puis de l'autre côté, tu remets des prisonniers, plusieurs qui sont des assassins, des... 2000. Oui, des terroristes, des assassins que tu sors de prison puis que tu remets au... En tout cas, c'est ça l'échange, là. C'est ça l'échange. C'est correct, là. Ça nous mène vers la paix, puis... mais c'est ça l'échange, quand même. Faut en être conscient. Arrêtons-nous, là. Ouais. Tout à fait, entièrement raison. D'ailleurs, le président américain, qui, on le sait, convoite le Nobel de la paix, qui sera décerné demain. Ça sera intéressant à suivre, et a assuré que toutes les parties seront traitées équitablement. Trump aussi a salué un jour historique pour le monde arabe et musulman, pour Israël, pour toutes les nations voisines et pour les États-Unis. D'ailleurs, les réactions se multiplient depuis les dernières heures, que ce soit les grands pays européens. Le premier ministre, Mark Carney, a publié sur le réseau social X ce message, je vous le lis. Félicitations au président Trump pour son leadership essentiel et merci au Qatar, à l'Égypte et à la Turquie d'avoir travaillé sans relâche pour faire avancer les négociations. Je suis soulagé d'apprendre que les otages seront bientôt réunis avec leurs familles. Après des années d'intense souffrance, la paix semble enfin à portée de main. Le Canada fait appel à toutes les parties afin de rapidement mettre en œuvre toutes les conditions convenues et favoriser une paix juste et durable. Pierre Poilievre aussi, là, félicitations au président Trump pour avoir négocié une fin pacifique à la guerre entre Israël et le Hamas. Il s'agit d'une avancée monumentale vers une paix pour les générations à venir. C'est un peu le ton... Je pense que partout dans le monde, les gens reconnaissent le leadership, la capacité de Trump de mettre la pression. Moi, j'inclus dans l'équation, parce que je sais qu'on a beaucoup dit que Trump devait être fâché contre Macron, Carney, Starmer, c'est-à-dire contre tous ceux qui ont reconnu l'État palestinien là, quelques jours avant la réunion de l'ONU. Moi, je continue de penser que si je suis Donald Trump, oui, publiquement, je peux dire que je suis pas content de ça, mais privément, je me dis, OK, là, Netanyahou, je l'ai... Si je veux faire bouger les choses, je l'ai dans le coin, dans le sens que il n'y en a plus d'autres alliés. Là. Une fois que tous les grands pays qui ont été alliés d'Israël disent là, on reconnaît l'État palestinien, d'autres termes, Israël, t'es allé trop loin, il faut que ça s'arrête. Il reste... Et, tu sais, Trump, c'est à ce moment-là, là, c'est ce qui a amené Netanyahou. Je pense que l'autre élément, c'est l'attaque sur le Qatar, là, où là, Netanyahou a dépassé les bornes en allant lancer des bombes sur un lieu où les négociateurs du Hamas au Qatar, tu étais dans un pays. C'est dans le fond un pays, on peut aimer ou pas le Qatar, mais dans ça, il agit comme intermédiaire, il agit comme pacificateur, négociateur. Puis là, tu lances une bombe sur ce pays-là parce que là, tu veux atteindre les négociateurs du Hamas. Tu sais, on raconte que Trump a forcé, là, comme un petit gars, le Netanyahou, à dire là, tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler ton frère, tu vas t'excuser. Non, mais tu vas prendre le téléphone, tu vas appeler le Qatar, tu vas t'excuser, là. Dans la Maison-Blanche, là. Fait que c'est tout ça, là, tu sais, qui a fait, je pense, basculer les choses.
Pendant ce temps, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ça va être une journée majeure. Oui, parce que François Legault va dévoiler son fameux projet de constitution québécoise, un projet qui sera piloté par Simon Jolin Barrette. On avait vu un peu plus tôt cette semaine là, une vidéo dont TVA Nouvelle avait obtenu copie où on expliquait un peu le contour, si vous voulez, de ce projet-là. Alors aujourd'hui, François Legault parle même d'une journée historique, Mario. Hein? Ça va commencer par une déclaration solennelle au Salon Rouge de l'Assemblée nationale. Le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, qui va présenter sa loi comme le miroir et le bouclier de la nation québécoise, qui servira à assurer l'autonomie du Québec au sein de la Fédération canadienne. Mais sans même avoir vu le document, et c'est ce qui était d'ailleurs reproché par Simon Jolin Barrette, le Parti québécois a vivement critiqué le geste, la procédure, s'oppose à ce projet-là. Selon Paul Saint-Pierre Plamondon, une constitution du Québec, tant et aussi longtemps qu'elle est subordonnée à la Constitution du Canada, ça ne changerait pas les irritants pour la population québécoise. La position du PQ est étonnante là-dessus, là, de plus en plus. D'ailleurs, les journalistes questionnaient Paul Saint-Pierre Plamondon cette semaine sur le fait qu'il disait le contraire dans un livre qu'il a écrit il y a quelques années. Là. Mais l'espèce de position absolutiste. En fait, quand il reproche à la CAQ de ne pas avoir assez consulté, ça, je peux le comprendre. Est-ce que le PQ, par exemple, aurait dû être consulté plus formellement? Est-ce que les partis d'opposition? Ça, je pense que oui. Mais là, quand il s'embarque à dire que là, tant qu'on n'est pas sur... C'est comme dire, tant que... Moi, je veux la souveraineté, mais tant qu'on n'a pas la souveraineté, on ne devrait pas faire des avancées intermédiaires. Là. C'est tout ou rien. Ça, à mon avis, la population n'embarque pas là-dedans. Je veux dire, les gens vont dire, si on peut faire des... Si un jour on vote la souveraineté, on la votera. Mais entre là, si on peut faire des avancées, des gains, affirmer l'autonomie du Québec... Je pense pas qu'il y a, à part là, des indépendantistes radicaux, je pense pas qu'il y a tant de gens que ça dans la population qui sont des absolutistes. Là, de dire, tant qu'à pas avoir la totale, là, on a mieux rien à voir. Je pense pas que... D'autant plus que c'est loin d'être clair, même que demain matin, les gens voteraient pour le PQ demain matin pour changer de gouvernement. Puis voter pour la souveraineté, là, on est loin. Je sais que là, au PQ, là, on s'enivre à dire que c'est comme si c'était fait. À mon avis, on est loin de ça. Mais en fait, on va surveiller aujourd'hui ce qui va... Parce que pour les gens moins familiers, quand on dit une constitution du Québec, là, moi, je suis pour ça depuis 20 ans. Là. Vous pouvez trouver des citations de moi vieille là-dessus. Mais il faut toujours penser que c'est pas une réécriture complète et totale de nouvelles lois fondamentales. Tu inclurais probablement qu'on va inclure là-dedans la Charte québécoise des droits et libertés. Qu'on va inclure là-dedans, des lois déjà existantes, mais qu'on ramène comme dans une espèce de loi fondamentale. Je suis à peu près certain que les principes, les chapitres fondamentaux de la Charte de la langue française vont se retrouver dans la Constitution du Québec. Donc, on part pas d'une page blanche, là. On met dans un texte fondamental un certain nombre de... Bon, probablement qu'on va affirmer ce qu'on nous dit la laïcité du Québec, qu'on va même comme l'enchasser dans la Constitution canadienne. Alors, ça va être intéressant à suivre. Alors, c'est pour ça que pour le PQ, de dire que t'as pas été assez consulté, d'être frustré du processus correct, de dire que t'es contre avant de l'avoir lu quand t'es censé être le parti nationaliste du Québec. Et à mon avis, il y a un danger pour le PQ de s'auto-piéger aussi, parce que peut-être qu'en cours de discussion, ils vont se rendre compte que ça a du bon sens, puis que la population trouve ça bon. Donc, ce sera à surveiller. Le ministre Jean-François Roberge qui a ouvert la porte. C'est pas la première fois. François Legault l'avait fait aussi, mais a sabré carrément dans le soutien aux demandeurs d'asile. C'est ce que nous apprend le Devoir ce matin, qui a mis la main sur des mesures envisagées par Jean-François Roberge, ministre donc responsable. Il y aurait, puis ça c'est la mesure phare, là, la réduction de l'aide sociale est limitée à 9 mois. On abolirait aussi des aides financières pour certaines familles. On donnerait un accès plus limité à la francisation également. Et ce sont des changements qui sont proposés, mais qui ne sont pas nécessairement étonnants. Là. Lorsqu'on recoupe certaines déclarations, le gouvernement Legault réclame depuis plusieurs années une meilleure répartition des demandeurs d'asile à travers le pays. Et il y a toute la question des frais aussi. Là, la facture, on est rendu l'année passée à 733 millions de dollars pour l'accueil et l'intégration des demandeurs d'asile au Québec. Ouais, et je pense que c'est aussi une façon de mettre de la pression pour sur le fédéral, en disant au fédéral, au Canada, si tu laisses rentrer des demandeurs d'asile à ce rythme, donne-nous de l'argent pour payer la facture.
Sondage sur les élections municipales à Québec. Et ça survient le jour où LCN va organiser ce débat électoral là, ce soir, de 19h à 20h, avec donc les deux principaux candidats à la mairie de Québec, Bruno Marchand et Sam Hamad. Alors, regardons les résultats de ce sondage-là. Bruno Marchand, qui progresse d'ailleurs dans les sondages, il est maintenant à 29 %. C'est 2 de plus que le dernier coup de sonde à la fin du mois de septembre. Sam Hamad, lui, perd 2 points et a maintenant 18 % dans les intentions de vote. Plus 2, moins 2, ça agrandit l'écart beaucoup. Un vase communicant. Et le troisième dans cette course-là, c'est Stéphane Lachance de Respect citoyen qui, lui, a fait un bond de 4 et est maintenant à 13 %. Les autres récoltent à peu près 5, 4 et 2 % là, c'est pas... Mais 13 et 18, c'est pas si loin que ça, là. Non. Mais en fait, c'est un peu C'est un peu ce qui est le drame de Bruno. C'est pas le drame, mais le drame de Sam Hamad où la victoire de Bruno Marchand potentielle, c'est la division de l'opposition. Comment tu peux gagner? Parce que quand même, Bruno Marchand, si on compare avec Régis Labaume avant, il n'y a pas un taux de satisfaction, pas un taux de popularité si élevé que ça. La population de Québec est divisée. Mais quand l'insatisfaction ou quand les insatisfaits se répartissent entre plusieurs partis, ça aide sa cause. J'ai quand même hâte de voir le débat ce soir parce que pour Sam Hamad, à date, là, tout a mal été. Ça a été des difficultés, des erreurs, des candidats qui décrochent en cours de route. Est-ce qu'il va être capable de réussir sa fin de campagne, là, de ramasser tout ça pour les 3 dernières semaines? Puis... Donc, il joue gros ce soir, Mario. À mon avis, lui, il joue très, très gros. Il joue peut-être sa dernière chance là, de remonter. T'as arrosé à plusieurs reprises, tu sais. Les jeux d'eau. Les jeux d'eau. On s'en remet pas des jeux d'eau. C'est tellement drôle comme affaire. Là, c'est dans mon coup de cœur de l'année. Ouais. Mais moi, je pense à... Parce que, tu sais, il y a peut-être une fonction que les gens connaissent pas, un advance. On a le mot anglais, là, un éclaireur. Là, donc, ça, ce sont les gens qui vont la veille d'un événement pour dire, OK, demain ici, là, le chef du parti fait une annonce. Là, lui, il faut qu'il pense à tout. On va l'installer de même, le décor. Oui, le décor. Puis là, il faut que tu penses à tout, le décor, qui est le soleil à l'heure. Toi, tu vas, mettons, visiter l'après-midi. Mais la conférence de presse, c'est le matin. OK, le soleil va être là, les caméras vont l'avoir d'en face. Contre-jour, les images seront pas belles. Faut que tu penses à tout. C'est tout. Après ça, OK, il y a une rue à côté. Il pourrait-tu avoir du bruit? Il y a un chantier à côté. Est-ce que ça se pourrait que ça se mette à faire bip-bip pendant la conférence de presse? Non, mais l'éclaireur doit penser à tout parce qu'à la limite, on change le lieu. Là. On va aller dans un autre parc. Oui. Faut que tu te dises, OK, moi, je vois toutes les conditions. Tout va bien aller. Rien ne peut arriver. Mais là, tu organises la conférence de presse sur des jets d'eau puis ils se mettent à gicler pendant. C'est comme pas croyable. Mais soit qu'il a tourné les coins ronds ou c'était tellement gros qu'il l'a pas vu. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Probablement qu'il est allé à une heure où il n'y avait pas de jet d'eau puis il n'a pas vu les petits trous. Oui, il s'est dit, ces petits trous-là, là, ça doit être des fourmis qui ont creusé dans... Les charpentières sont de plus en plus qui ont creusé dans le sable. Monsieur Hamad, ça va être parfait. Ouais, tout va bien aller. Tout va bien aller. Ça s'est passé hier, en avant-midi. Une femme attaquée par 3 gros chiens. Même à un point dans la journée d'hier, on a craint pour sa vie. Ah, absolument. Vraiment, là, c'est une histoire d'horreur puis des images très dures à voir. Là. Une femme gravement blessée. Elle a été attaquée par 3 chiens extrêmement agressif dans la cour d'un commerce. On est dans Saint-Léonard, à Montréal. C'est survenu vers 9h30 là, hier, dans un garage de mécanique automobile sur la rue du Creusot. Et c'est pas clair. Elle se présente au garage, et là, pour une raison qu'on comprend pas, quelqu'un ouvre les grandes portes de garage. Et là, il y a 3 chiens, Mario, qui sortent en courant. Lui, ont sauté dessus, ont sauté sur la femme de 45 ans. Je veux dire, écoutez, c'est très graphique, là, mais mordu à de multiples reprises, des blessures, là, des lacérations, que ce soit au niveau des pas non plus, tout le haut du corps, tout le haut du corps, tête, les oreilles, épaules. les doigts. Écoutez, je veux pas là non plus. Parce que son mari a dit qu'il manquait des morceaux là, absolument, à la fin. Là. Non, c'est très, très, très graphique. Là. Alors là, elle a même perdu connaissance, d'ailleurs. Et les policiers sont arrivés rapidement, ont dû même abattre 2 des 3 chiens. À un moment donné, il y a 2 des chiens là, qui se mordaient entre eux. C'était des chiens pleins de sang. Là. Les chiens étaient pleins de sang, le sang de la dame. Oui. Alors ça, il y aura un suivi à faire. D'abord, est-ce qu'il y aura des accusations contre la personne qui était responsable de ces chiens-là? Ça lève quand même, encore une fois, il y a les races aussi, hein, Mario, tu me parlais là, de la race dogs argentins. Les dogs argentins. Écoute, moi, je connais un peu les chiens. J'avais jamais entendu cette race-là. Des chiens qui ont été élevés, une race créée, un croisement pour attaquer
notamment dans les Andes, en Argentine, pour attaquer les pumas. On a créé un chien fort et agressif pour attaquer les pumas. Là, ils se mettent à toi puis ils attaquent une femme. Là, puis c'est quoi ça, cette affaire-là? T'es en pleine ville à Montréal d'avoir 3 molosses pour garder ton commerce dans un garage pour surveiller pas te faire voler tes bérings la nuit. Visiblement, ils ne vendent pas de la gomme. Je sais pas qu'est-ce que c'est, là. Est-ce qu'il faut arrêter de prier pour Dolly Parton? Hey, ça, là, on a plusieurs téléromans. Moi qui priais, sans arrêt. Il a failli pas être là ce matin. Non, mais il y a plusieurs séries. Là. Il y a Indéfendable, Occupation Double, Anti-Gang, puis L'état de santé de Dolly Parton. C'est une nouvelle série où chaque jour, on apprend des nouvelles informations. Parce que là, hier, c'est sa sœur qui disait prier pour elle, puis là, on se disait, c'est bien plus grave qu'on pensait. Parce que, tu sais, la semaine passée, elle a reporté ses spectacles à 2026. Elle disait pour des raisons de santé. Elle a fait une blague en disant que c'était peut-être pour remettre à jour ses chirurgies esthétiques. Elle disait qu'il fallait pas s'inquiéter. Mais là, dans les derniers jours, sa sœur a dit priez pour elle, priez pour elle. Dieu va l'aider. Il faut être des guerriers de la prière. Mais j'ai confiance, elle va s'en sortir. Fait que là, tout le monde s'est affolé et il y a eu l'espèce de déferlement sur les réseaux sociaux. Pray for Dolly. Et là, ça s'est enflammé. Tellement que Dolly Parton a dû rectifier les faits et a publié hier une vidéo devant un green screen, écran vert. Well, today's October the 8th, and obviously I'm here doing some commercials for the Grand Ole Opry, which is why I'm dressed kind of like a country western girl. But before I got started, donc, elle tourne une publicité, elle est plutôt bien. Elle dit, je suis pas morte, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, mais je pense pas que Dieu en ait fini avec moi. Puis il y a sa sœur aussi, Freda Parton, celle qui a parti l'espèce d'affolement, qui a refait une publication par la suite pour calmer les ardeurs. Tout ça reste quand même nébuleux pour moi parce qu'il y a quand même un report de date de spectacle. Est-ce que c'est vraiment pour des raisons de santé? C'est parce que les billets se vendaient pas? C'est quoi la vraie raison? En même temps, elle n'est pas présidente des États-Unis. Elle n'a pas un devoir devant la nation d'être transparente sur son état de santé. Mais en je même comprends temps, sa sœur, faut faire attention avec les réseaux sociaux. C'est difficile ça, de comprendre ça pour certaines personnes. C'est peut-être sa sœur aussi qui est capotée un peu. Là, le fait de prier, ça avait tellement l'air extrême. Ça fait peur à tout le monde. Bref. Charles-Antoine, c'était une belle soirée pour être torontois hier soir. 2 victoires de 5-2. 5-2 Jays. C'est vrai? 5-2 Leafs. Donc, la moitié de nous appréciait la formation torontoise. L'autre, l'a subi. Débutons avec les Jays, puisque c'est une première finale de l'américaine depuis 2016. Et vraiment, cette équipe, elle a été à la hauteur de sa saison. Les fameux... Tu sais que moi, j'étais bien sceptique là, sur les lanceurs différents à chaque manche, mais ça a marché. Il y en a eu 8 lancés dans la mêlée. Aucun n'a été utilisé pour 2 manches ou plus. 5 des 8 avaient joué la veille, et dans les 5 cas, le jour et la nuit. Ils avaient été très ordinaires la veille et hier, ils ont été spectaculaires. Donc, le comité a menotté les Yankees. Faut donner crédit à Schneider, John Schneider, le gérant. Là. Pendant la semaine de congé, il a transformé un Vladimir Guerrero qui a été hallucinant encore hier. Pas de longue balle, mais écoute, 9 coups sûrs dans cette série, 9 points produits. Et Schneider, en 24 heures, a transformé son équipe, a permis aux Jays de rebondir, d'oublier. Tu sais, avoir la mémoire courte dans le sport, c'est tellement important, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, ils ont éliminé les Yankees hier, méritaient pleinement cette victoire. Ça va débuter la finale de l'américaine. Les faces étaient longues dans le stade des Yankees en fin de match. Là. Ouais. Puis, tu sais, Aaron Judge aurait été aussi bon que Vladimir Guerrero, mais la profondeur des Jays a été bien meilleure que la profondeur des Yankees. Donc, à partir de dimanche, c'est une série 4-7, mais dans un format 2-3-2. Donc, les billets sont en vente dès aujourd'hui pour Toronto. Pour le Canadien, le score de 5-2 n'est pas tout à fait représentatif. Dans le fond, c'est 3-2 avec un but désastreux en troisième. C'est quoi les chances sur le but gagnant des Leafs que tes 2 défenseurs perdent leur bâton? Un cassé puis un échappé. Matheson et Hudson, dans un laps de temps de 4 secondes, ont perdu leur bâton. Ça a amené une relance des Leafs qui n'ont pas marqué sur la relance, mais ensuite, dans ton territoire défensif, les 2 défenseurs essayaient sans bâton de défendre. Ça a amené au but gagnant et les 2 derniers filets ont été inscrits sans la présence de Samuel Montembeault, donc 2 filets déserts. Mais le Canadien, pour moi, a été meilleur que les Leafs à peu près dans tous les départements. Samuel Montembeault a été splendide. Ouais, mais l'avantage, moi, ce qui m'a inquiété, c'est l'avantage numérique, là, qui était du promenage de puck, pas de lancer dangereux, aucune chance. Le Canadien a eu des avantages numériques à des moments clés, puis ça n'a pas été impressionnant. Tu sais quoi la bonne nouvelle? On a des solutions.
Ivan Demidov a à peu près pas joué. Il y a un avantage numérique que la première vague, celle de Suzuki, est restée pendant 2 minutes. Demidov a promené la rondelle, mais sans générer de vrais champs, de vraies incursions au filet. Te souviens-tu, l'an passé, on demandait de voir plus Hudson en début de saison. On disait, il est meilleur que Matheson. Saint-Louis a fait les choses dans le bon ordre. Hein. Et tranquillement, on a intégré Hudson. Moi, je pense que c'est la même façon qu'on va gérer Demidov. On va le rentrer tranquillement. Mais le Canadien a été très, très bon, mais malchanceux dans ce premier match. Il joue ce soir à Détroit, 1-2 en 2. Il commence avec 3 matchs en 4 soirs à l'étranger. Samedi, ce sera à Chicago, ce soir à Détroit face aux Red Wings.